Bon, parlons de Philippe Roth, qui est un écrivain que vous aimez beaucoup, Solers. Oui. Mais je crois qu'il faut partir tout de suite d'un livre qui est très célèbre, qu'on peut trouver, qui s'appelle Portnoy et son complexe. Voilà, au commencement, Portnoy et son complexe. Moi, je crois qu'il y a deux livres essentiels pour la littérature de la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis. C'est Lolita et ce livre aussi, Portnoy et son complexe. Je crois que c'est les deux livres qui ont fait à la fois le plus grand scandale, le plus grand choc, révélant deux continents complètement inconnus. L'invention de la nymphette par Nabokov et ce livre, qui est paru en 69, il y a donc 20 ans déjà, qui a eu un succès considérable. Il a été vendu à 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Et c'est Portnoy et son complexe. Et d'habitude, quand on parle de Philippe Roth maintenant, tout le monde pense à Portnoy et son complexe. Il a été complètement happé par ce livre, par le phénomène. Ce qui fait qu'il écrit depuis 20 ans une œuvre très considérable, avec des livres que je considère moi comme des chefs-d'œuvre, qui ont tendance à être désormais pas lus ou pas appréciés tellement par la critique, parce que ce livre a eu tellement de succès qu'on lui fait en quelque sorte payer cette explosion. Or, à mon avis, il est en train de construire une œuvre, mais nous allons voir ça avec la contre-vie. Portnoy et son complexe, il faut peut-être dire de quoi il s'agit. Voilà. Je vous lis, voilà, Portnoy et son complexe. Qu'est-ce que c'est que le complexe de Portnoy ? C'est un trouble, il met ça en exergue, un trouble caractérisé par un perpétuel conflit entre de vives pulsions d'ordre éthique et altruiste et d'irrésistibles exigences sexuelles, souvent de tendances perverses. Voici ce qu'en dit Spielvogel. Spielvogel, c'est l'analyste supposé. Il est beaucoup question de la position psychanalytique chez Roth, et c'est ça qui introduit, à mon avis, une dimension complètement nouvelle avec la littérature érotique. Alors voilà ce que ça donne. Exhibitionnisme, voyeurisme, fétichisme, auto-érotisme et fellatio s'y manifestent à profusion par suite de l'intervention du surmoi du sujet. Toutefois, ni ses fantasmes, ni ses actes n'engendrent de réelle satisfaction d'ordre sexuel, mais plutôt un insurmontable sentiment de honte et la peur du châtiment, en particulier sous forme de castration. C'est un article de Spielvogel qui s'appelle « Le pénis est perdu ». Voilà. Donc ça, c'est le chef-d'œuvre de Roth. Et de quoi s'agit-il ? C'est pourquoi ce livre a eu un tel retentissement. C'est qu'il raconte, au fond, ce qui se passe dans une éducation à Newark, dans un milieu d'immigrants juifs, américains, et qu'est-ce que ça donne comme produit tout à fait explosif. C'est-à-dire que, bon, il y a la mère absolument dévorante, la mère juive, la mère yiddish. Il y a tout un vocabulaire yiddish. Je crois que Roth a fait entrer le yiddish en littérature comme jamais avant lui. Enfin, c'est une façon tout à fait scandaleuse. Il y a un petit glossaire yiddish à la fin qui est merveilleux. Par exemple, les mots ne sont pas les mêmes. Par exemple, le schlong, ça veut dire pénis, ou stupé, ça veut dire baiser. Oui, donc, qu'est-ce qui se passe ? La mère est dévorante d'amour, le père est humilié et constipé, et ce garçon, couvé par ses parents, découvre son sexe. Et le fait que sa seule liberté, c'est son sexe. Donc, la branlette, comme il dit très bien, le premier chapitre s'appelle La branlette, et les expériences de masturbation chez lui. C'est-à-dire dans l'appartement. C'est-à-dire la lutte pour les toilettes, pour être seul dans les toilettes, pour pouvoir éjaculer tranquillement dans les toilettes. Ensuite, tous les fantasmes qui sont associés à la masturbation, par exemple la scène fameuse qui a fait un scandale énorme, comme quand il se masturbe dans le foie qui est dans le frigidaire de ses parents, un morceau de foie. Ou alors, ensuite, petit à petit, et de fil en aiguille, cette masturbation accélérée et monumentale l'entraîne, alors après ça, à la poursuite des filles qui ne sont pas juives, qui s'appellent les chicks en yiddish, n'est-ce pas ? C'est cette obsession des non-juives. Alors là, il y a une série de personnages tout à fait étonnants de femmes, avec un humour et une dérision constante dans la sexualité. Il va faire scandale, mais un peu partout, mais surtout dans la communauté juive. Absolument. Il a entraîné une réprobation considérable. Il a été giflé en il en a, été giflé, oui, justement, il en a beaucoup souffert. Il y a eu des articles assez vifs contre lui. Rien de comparable à l'affaire Rushdie, puisque Rushdie a parlé de Philip Roth en disant, en se comparant à Roth, mais enfin, il y a absolument, les deux situations ne sont absolument pas comparables. Il n'a pas été condamné à mort et personne n'a essayé de le tuer. Mais enfin, il y a eu des articles quand même très violents, parce qu'il a choqué de plein fouet l'image idéale des Juifs pour eux-mêmes. Et cette espèce d'idéalisation, ce qu'il va appeler dans la contre-vie après la pastorale. Alors passons à la contre-vie, parce que... Oui, alors vite, donc
comment est-ce que Roth a réussi à survivre à ce Portnoy si scandaleux? Il a inventé un double qui s'appelle Nathan Zuckerman, et il y a une série de livres là, très merveilleux. Bon, je passe, il y a professeur, il y en a plein. Oui, ça c'est Zuckerman enchaîné. Je crois que le lecteur doit aller tout de suite aux deux derniers, c'est-à-dire la leçon d'anatomie, qui est un livre étonnant, et la contre-vie, Counter-Life. Et là, celui-là qui est pas mal, Professeur de désir. Professeur de désir est un livre magnifique. Le Saint est un petit livre hilarant. Le Saint est très drôle. Il a écrit énormément de très 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 bons livres. Je crois que, pour moi, c'est le plus grand écrivain vivant, vraiment. Et donc, ce Zuckerman, qui est le double de Portnoy, raconte comment il survit à cette affaire, à ce scandale, à cette réprobation profonde qu'il a entraînée. Et on sent qu'il n'est nulle part chez lui. C'est-à-dire que petit à petit, dans ce déracinement, dans ce décalage avec la vie, il montre la vie vraiment d'un écrivain aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas croire à l'authenticité des vies et qui est obligé sans cesse de raconter pour ressaisir une identité qui le fuit. Alors ça, c'est un livre magnifique qui commence par une histoire d'impuissance. Oui. C'est un frère. C'est son frère, le frère de Nathan Zuckerman, qui, tout à coup, à cause d'une maladie cardiaque, découvre que sa vie sexuelle ne marche plus. Et donc, il a des habitudes quand même, de ce point de vue. Il est dentiste, il a une petite assistante avec laquelle il a l'habitude de faire une fellation tous les soirs avant de rentrer chez lui, avec une femme et des enfants. Et donc, tout le problème pour lui est de savoir s'il doit se faire opérer pour retrouver sa virilité. Thème magnifique. Et il finit par se faire opérer, il est mort. Donc Nathan Zuckerman raconte l'enterrement de son frère qui est mort, donc au champ d'honneur. Oui, mais c'est vrai que ça paraît drôle et en même temps c'est tragique. C'est tragique, d'autant plus que une histoire de cœur, l'enterrement, la femme légitime du frère se lève pour dire, voilà, je vais expliquer à la communauté pourquoi mon mari est mort, c'est parce qu'il ne pouvait plus accomplir son devoir conjugal, nous étions un couple magnifique, etc. Donc, premier mensonge, puisque c'était pas pour ça du tout, c'était pour la petite assistante avec qui il avait... Donc, ensuite, on apprend que c'était pas ça, le vrai sujet. Au contraire, c'était une autre affaire encore, c'est-à-dire que ça touchait Nathan Zuckerman, qui a inventé son frère. C'est ce qui est absolument extraordinaire. Pour moi, j'ai eu un plaisir inouï à lire ce livre, parce qu'il est tout le temps sur l'apparence. C'est-à-dire que nous, lecteurs, nous croyons lire quelque chose, et plus loin, Philippe Roth vient nous dire, mais non, c'était autre chose. D'abord, c'était pas Henri, mais c'est Nathan qu'il s'agissait. On croyait suivre une femme, Maria, et c'est une autre. Ça, c'est le grand écrivain qu'il est. Alors, du point de vue technique, c'est éblouissant. Toutes les techniques sont et même le moment de révélation qu'il a devant l'école, dans le quartier orthodoxe de Jérusalem, où on croit qu'il a une révélation. Beaucoup moins que Miller, parce que je trouve que Miller est plus vaste et ça participe d'un ensemble plus grand. Roth est techniquement un écrivain très supérieur. Je trouve que c'est extraordinaire. Le jeu des rôles à la fin, c'est tout à fait pyrandélien. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Quel rôle ont les personnages. Absolument. Bon, alors, terminons là-dessus. Pourquoi faut-il lire ce livre? Parce que c'est le meilleur écrivain vivant. Voilà, c'est tout. Du temps. Oui, c'est ça. Et au fond, c'est un plaisir continu. Et il répond à Je m'étonne que ce livre ne soit pas en tête des best-sellers tout de suite, alors que d'autres livres américains le sont. Il n'y a pas de comparaison. C'est le plus grand écrivain vivant. Il faut le dire et le répéter. Il faut que tout le monde lise ce livre. C'est bien, non? Il y a une espèce de vertige et de maîtrise. C'est un écrivain qui fait un peu peur au public, non? Je crois que c'est un écrivain qui fait peur parce qu'il n'est pas pour l'authenticité. Toute sa ruse, comme Nabokov. Toute sa ruse, tout son plaidoyer, tout son travail est pour montrer l'inauthenticité des conduites humaines. C'est-à-dire que les gens se racontent des histoires dans leur vie qui ne sont pas vraies et ils essayent de faire leur vie par rapport à des histoires qui se racontent toujours la pastorale de la rédemption. Ils veulent avoir une vie idéale, etc. Donc c'est vraiment, à mon avis, ça c'est la quintessence de l'écrivain, c'est Kafka. Il n'y a pas d'authenticité de la vie humaine. Oui, et il pose les vraies questions.